Mardi 29 avril 2025, la librairie Ombre Blanche accueillait Dominique Blanc, traducteur du catalan pour les éditions Verdier. Il y présentait l'ouvrage de Joaquim Amat Piniella, intitulé K. El Reich, paru chez Verdier. Dans ce récit romancé rédigé en 1945-1946, publié d'abord en espagnol en 1963, puis dans sa version originale en catalan, traduit depuis dans de nombreuses langues, Joaquim Amat Piniella rend compte de l'expérience des camps de concentration, notamment celui de Mauthausen, où étaient déportés les républicains espagnols et combattants de la guerre civile. K.L. Reich pour Konzentrationslager Reich, camp de concentration du Reich, est avant tout une réflexion sur l'esprit du camp, dans lequel les maîtres nazis cherchaient à entraîner leurs esclaves déportés, mais aussi un exercice d'auto-analyse de la part d'Espagnols qui, grâce à leur solidarité, résistèrent à la déshumanisation et au pire renoncement. Bonsoir mesdames et messieurs. Merci d'être là, d'être nombreux en ce mardi en fin d'après-midi. Nous avons le plaisir de nous retrouver aujourd'hui pour une présentation d'un ouvrage paru aux éditions Verdier, que vous avez peut-être vu d'ailleurs en arrivant près de la caisse. Et je voudrais commencer effectivement par remercier la librairie Ombre Blanche de nous permettre d'en parler, parce que c'est un ouvrage absolument remarquable, qui est un ouvrage donc, de Joaquim Amat Piniella, K.L. Reich, et qui expose un sujet qui commence à être un peu plus connu maintenant dans la mémoire collective, et qu'il est évidemment davantage parmi les gens qui ont des origines familiales par-delà les Pyrénées, espagnoles, catalanes, c'est sur la déportation des Espagnols durant la Seconde Guerre mondiale, et notamment au camp de Mauthausen. On a souvent la référence à ce camp. C'est une référence, moi je vais parler en tant qu'historien, même si le texte est par ailleurs un roman, on va y revenir. Mais c'est vrai qu'en tant qu'historien, c'est une référence qui a mis du temps avant de s'installer, puisque hormis les gens dont les familles étaient concernées, la déportation des Espagnols à Mauthausen et dans d'autres camps a mis du temps avant d'être admise dans un récit plus général de la Seconde Guerre mondiale. Et nous avons un ouvrage remarquable qui contribue à cette mémoire. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais évidemment remercier Dominique Blanc d'être ici avec nous ce soir, d'être notre invité, puisque c'est le traducteur du manuscrit d'origine, et celui sans qui l'ouvrage en question n'existerait pas, du moins en version française. Voilà. Non, mais ce qui est quand même extrêmement important, et on sait l'attachement en plus qu'il peut y avoir aux questions ibériques, espagnoles, catalanes, à Toulouse et dans la large région toulousaine. Et c'est un ouvrage en effet qui est tout à fait évocateur. On peut commencer peut-être par dire quelques mots de l'auteur, puisque s'il n'est pas là, c'est qu'il y a une bonne raison. Le texte est déjà ancien, mais parlons peut-être, pour commencer, de l'écrivain. Oui, bonjour. Je ne suis pas l'auteur. Vous avez vu mon nom sur l'affiche et ma photo qui n'est pas la mienne, donc c'est celle de Joaquim Amat Piniella. C'est une photo ancienne parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est né en 1913 et qui est mort en 1974 et qui a été déporté à Mauthausen, donc, après différentes péripéties dans sa vie que l'on pourra évoquer. Donc son engagement du côté de la République dans la guerre d'Espagne, ensuite son exil en France, son enrôlement dans les bataillons, dans les compagnies de travailleurs, et ensuite il est passé par un stalag, et là les Allemands ont raflé tous les Espagnols devenus apatrides, parce que l'Espagne franquiste ne le reconnaissait pas, et ils ont été déportés à Mauthausen. Donc c'est ce qu'il a vécu. Il a survécu au camp et il a écrit ce roman juste après sa sortie du camp. C'est-à-dire, c'est un roman, c'est un récit en forme de roman, on pourra en parler. C'est-à-dire tout est vrai, mais tout n'est pas
dans l'ordre d'une chronique. On verra l'intérêt que ça peut représenter pour comprendre ce qui se passe à la fois dans l'histoire et dans la mémoire à propos de Mauthausen. Donc l'auteur, c'est quelqu'un qui était un tout jeune homme à la proclamation de la République. Il est de Manresa en Catalogne. C'est quelqu'un qui voulait devenir écrivain, il l'a toujours voulu, et dès l'âge de 17 ans, il écrivait des chroniques dans les journaux locaux. Des chroniques très intéressantes de théâtre, de cinéma, 200 chroniques pendant les 3 ou 4 ans avant qu'il s'engage dans l'armée pour lutter contre le fascisme. Et donc, j'en ai lu quelques-unes, et ce sont des chroniques sur des sujets très divers, des chroniques culturelles, des chroniques aussi des réflexions politiques. Ça m'a surpris, mais puisque maintenant un certain nombre sont en ligne, j'ai pu les lire. Voilà, c'est un intellectuel très jeune. Il avait 17 ans quand il a commencé à écrire dans les journaux. Il est devenu secrétaire sous la République, donc République 14 avril 1931. Il est devenu secrétaire du maire de Manresa, et il s'est engagé dans Esquerra Republicana de Catalunya, la gauche républicaine, dans les jeunesses, puis dans le parti. Mais bon, il était surtout engagé dans la vie culturelle de sa ville et dans, dans le fait de mettre en avant le progrès par rapport à ce qui lui paraissait. Alors il était à fond nationaliste catalan, pour la culture catalane, mais il trouvait qu'il y avait trop de vieilleries, et donc il s'inspirait de tout ce qui était le plus avancé en Europe, et en particulier de la vie parisienne, des surréalistes, etc. Ça, c'est dans sa jeunesse, 17 à 20 ans, si vous voulez. Donc c'est quelqu'un de dynamique, qui était aussi un fan de jazz. Il a créé le Hot Club. Vous, c'est le rock'n'roll, je sais votre passion, mais lui c'était le jazz, et à l'époque, c'était très important. Voilà, ça c'est le personnage. Et tout ça, tout d'un coup, a été cassé pour beaucoup de ces jeunes intellectuels par la rébellion contre la République, le début de la guerre d'Espagne. Et donc, il a tergiversé, mais pas très longtemps. Et comme beaucoup d'autres, il a fait l'école militaire populaire de Barcelone. Il est devenu officier, artilleur, lieutenant d'artillerie, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. La plupart des gens qui ont un côté intellectuel dans cette histoire, ils devenaient lieutenant d'artillerie. Voilà. Et donc il a fait la guerre. Alors, il est passé par le front d'Aragon, mais ensuite il a été cantonné plutôt en Andalousie sans être trop sur le front. On dit qu'il n'a pas tiré beaucoup de coups de fusil, mais bon, il tenait les lignes. Et ensuite, à la fin de la guerre, il s'est retrouvé à Valence avec la dernière poche républicaine, et il a failli être pris pour être mis dans un camp de concentration des anciens combattants, des combattants républicains, quand Franco a gagné la guerre, et il a réussi à s'échapper jusqu'à Barcelone. Alors ça, je l'ai appris récemment, mais il s'est échappé d'une manière assez amusante. C'est qu'il a compris que si on avait l'air d'un soldat de la République dépenaillé, on allait être arrêté à tous les coins de rue. Et donc, comme il y avait des boutiques qui étaient un peu éventrées par la guerre, etc., il est allé se chercher des costumes très bien taillés, un beau chapeau, etc. Et il a fait le señorito. Il est passé comme ça à travers tous les contrôles. Il ne pouvait pas être considéré comme un soldat dépenaillé. Bon, c'est anecdotique, mais c'est assez... Et il est allé à Barcelone pour se marier avec la femme qu'il avait rencontrée et avec qui il voulait absolument se marier. Il pensait pouvoir rester là un moment, mais en fait, il était dans la situation de ce qu'on appelait les rouges séparatistes, qui étaient à la fois républicains, antifascistes et nationalistes catalans. Le terme nationaliste est entre guillemets, et catalaniste, on va dire, très catalaniste. Et donc voilà, il voyait autour de lui les gens qui avaient ce profil. Quand ils étaient arrêtés, la moitié étaient fusillés et les autres envoyés dans les fameux camps de concentration qu'on redécouvre aujourd'hui, dans l'Espagne Franco. L'Espagne Franco, au début, était couverte de camps de concentration.
au sens premier du terme. Hein. Alors, pas des camps d'extermination, bien sûr, mais des camps de concentration, c'était plus que des prisons. Pour éviter ça, donc, il arrive, il s'échappe, il s'en va de Barcelone, longtemps après la vague d'émigration des exilés, qui était plutôt janvier, février, mars 1939. Lui, il s'en va le 14 juillet 1939. Et donc, là aussi, il traverse la frontière, il dit je viens de l'horreur et j'arrive dans la fête, tout le monde fêtait le 14 juillet, dans les villages, etc. Et donc, il essaie, après, je vais faire vite quand même, mais il essaie, après avoir franchi la frontière, de ne pas aller tout de suite dans un camp, alors dit de concentration, là aussi, mais qui était un camp d'internement. On ne va pas discuter du terme, mais le terme de l'époque, c'était des camps de concentration pour les indésirables, et donc en particulier à ce moment-là pour les républicains espagnols qui passaient la frontière. Et donc il avait un ami écrivain, Ferran Planes, qui se trouvait à Perpignan, chez qui il a pu aller, et il a vécu pendant quelques semaines, quelques mois du travail dans les fermes, de faire les vendanges en Catalogne, les moissons, etc. Vivre un peu de la charité des quelques personnes qui ne rejetaient pas ces rouges qui avaient débarqué comme ça, et qui, voilà. Mais en fait, c'était impossible, il n'avait pas d'argent, il a décidé, avec Ferran Planes, donc l'écrivain, son ami, d'intégrer le camp de Saint-Cyprien. Donc il se retrouvait dans le camp. Alors, une partie, ils se sont retrouvés à 5 amis, dont certains sont passés par le camp d'Agde, qu'on appelait le camp des Catalans, parce que la grande majorité des Catalans étaient envoyés au camp d'Agde, et là, ils ont formé un petit groupe d'amis, plutôt intellectuels, qui vont traverser l'exil ensemble. Et c'est très important, parce qu'ils se sont soutenus en permanence. Vous imaginez, là, il était parti de chez lui en 1937, enfin, il était parti à la guerre en 1937, ensuite, il émigre en 1939, il se retrouve en 1939-1940 en France, et il va jusqu'en 1945, il va être dans des stalags, dans des camps, etc. C'est des parcours de 8-10 ans où les gens disparaissent souvent pour la famille qui ne savait pas ce qu'ils sont devenus, et où ils vivent hors de chez eux et hors de toute base familiale, villageoise, etc. Donc, pour aller vite, il est dans une compagnie de travailleurs, ils sont envoyés alors non pas sur la ligne Maginot, mais sur les renforts derrière la ligne Maginot, c'est-à-dire alors compagnie de travailleurs, on prenait des réfugiés espagnols, on les engageait dans ces brigades. Alors ils ont eu la chance, les 5, là, ils étaient dégourdis, de devenir chefs de groupe, tous les 5. Ils se sont débrouillés pour devenir chefs de groupe, c'est-à-dire ils ne faisaient pas les travaux les plus harassants. Et donc ils arrivaient à s'en sortir un petit peu mieux. Mais en 1940, donc ils étaient derrière les Maginot, en Lorraine. En 1940, les Allemands arrivent, c'est la débâcle. Les compagnies de travailleurs sont descendues vers le sud, et là, ils sont non pas dissoutes, mais complètement dispersées de fait. Et donc, ils vont essayer de s'en sortir en arrivant près de la Suisse. Ils essaient de passer la frontière vers la Suisse, qui est censée être neutre. On n'en veut pas, on ne veut pas les laisser passer. Et donc, ils décident de passer clandestinement en traversant la montagne. Donc, ils grimpent par la montagne, ils arrivent en Suisse, ils sont bien accueillis. Si bien accueillis que les gendarmes suisses arrivent et les ramènent en Lorraine, enfin plutôt à Belfort. Ils les ramènent vers Belfort, mais là, ce sont les Allemands qui sont installés, c'est plus du tout, voilà. Et donc ils vont aller dans un camp prison, si vous voulez, qui est assez libéral. Hein. C'est si libéral que 2 d'entre eux, des 5, alors ils discutent entre eux. 2 des 5 disent non, là on a la possibilité de s'évader sans trop de problèmes, on s'évade. Et il y en a 3 qui sont restés. Et 3, malheureusement, ils ont eu tort de rester parce qu'ils vont se retrouver tous les 3 en camp de concentration. Juste une précision par rapport à ce qui vient d'être dit.
Le gouvernement français en 39 n'est pas du tout, ne sait pas trop quoi faire des Espagnols rouges de la retirade, et même avant, puisque ça commence dès 38, hein, et créer les fameuses compagnies de travailleurs étrangers, parce que ça permet de les occuper, de les rendre utiles, etc. Et puis, après une période de troubles et de désordre, effectivement, ça va être repris après par Vichy, mais avec l'idée que si on peut s'en débarrasser, c'est pas plus mal. Ce qui a été dit là sur la Suisse, on le retrouve dans les récits aussi de fuyards juifs qui passent en Suisse, mais ont beau être sur le sol, sont rejetés. Donc les Espagnols inaugurent finalement des pratiques qui vont les amener vers le camp de concentration à plus long terme. Et c'est vrai que là, on a ensuite l'idée qu'ils vont être déportés donc à Mauthausen. Et c'est quelque chose qui est assez peu connu en France, mais le tout premier convoi de déportés de l'époque de l'occupation, c'est en août 1940, donc c'est très précoce. C'est à Angoulême, et il y a 900 déportés, à peu près, hein, plusieurs centaines, mais à peu près 900 hein, déportés espagnols qui sont conduits vers les camps en Allemagne. Le premier convoi de déportés de l'occupation, ce sont des Espagnols. Et alors, moi, il se trouve que j'ai des origines charentaises, donc la presse locale, la Charente Libre, en parle. Donc, il y a une mémoire locale. Maintenant, de là à ce que la chose soit connue davantage, c'est moins le cas. Mais du coup, c'est l'avantage d'ouvrages, de témoignages comme celui-ci qui permettent de mieux comprendre. Donc, on va, là, du coup, entrer dans le vif du sujet. Intervient, bien sûr, là-dessus une déportation. Et c'est finalement l'origine du récit. Oui, parce que tout ce que je viens de vous dire, c'est pas dit dans le texte. Hein. Le récit commence à l'entrée dans le camp. Alors c'est un classique aussi, commencer ces récits, soit par toute l'histoire que je vous ai racontée là, mais là, c'est l'entrée dans le camp. C'est le jour de l'entrée dans le camp et le choc de se retrouver, parce que quand on sort d'un camp de prisonniers de guerre, ce qu'étaient les stalags, on s'aperçoit que ça n'a rien à voir. Dans ces camps de prisonniers de guerre, on est traité comme un prisonnier de guerre. Assez bien pour les Espagnols, parce qu'il y a un certain respect pour ces combattants d'une guerre. Hein, même si on est contre, voilà, on reconnaît des combattants aguerris qui viennent de faire 3 ans de guerre, difficiles, etc. Mais tout change à partir du moment où on descend de ces fameux wagons de 10 chevaux 40 hommes, comme on disait. Et donc, je me trompe pas le nombre, mais et on... Comment 8 chevaux 40 hommes, voilà. Et on descend, et là... Immédiatement, ils sont battus, matraqués, mis en rang à coups de pied, à coups de crosse. Celui qui s'écarte est descendu d'un tir, etc. Enfin, il n'y a pas de transition. Voilà. Alors, on connaît l'histoire hein, des gens qui arrivaient sur la rampe à Auschwitz, etc. C'est une autre histoire, mais là, c'est l'histoire de gens qui arrivent là et qui sont immédiatement brutalisés. Et brutalisés en permanence. Ils ne savent, alors, la conséquence, c'est qu'ils ne savent pas où ils sont. La connaissance que l'on a des camps, il y a, dans un hebdomadaire catalan, il y avait eu quand même le texte d'un combattant socialiste allemand qui avait été enfermé dans un des premiers camps. Il ne faut pas oublier que les premiers camps en Allemagne, c'était pour les opposants à Hitler. Et donc, il avait passé, je ne sais plus combien de temps, très peu de temps, mais dans le premier camp de concentration qui était Dachau, comme on dit en français. Et là, quand il avait connu cette horreur, si vous voulez, et immédiatement, alors c'est un communiste, il est allé à Moscou, et Moscou lui a demandé de faire un récit qui a été traduit en une dizaine de langues et qu'on a répandu un peu partout pour faire savoir qu'il y avait des camps de ce type en Allemagne, etc. Bon, alors ça n'a pas eu un écho énorme, mais ça a été traduit d'abord en français, puis en espagnol et en catalan. Et certains des déportés avaient lu, très peu, avaient lu ça, ils savaient à quoi s'en tenir sur les camps de concentration. C'était très tôt, là, c'était en 40-41. On peut revenir justement sur son parcours, puisque donc il arrive à Mauthausen. Et en étant donc dans le camp, on assiste effectivement à un récit. Alors là, je pense que c'est important de revenir sur la nature de l'écrit,
parce que ça n'est pas un récit historique dans le sens d'un témoignage. Voilà, c'est pas une chronique dans le sens avec des faits, une antériorité, des conséquences et notamment des territoires, des lieux qui sont clairement distincts les uns des autres. Il y a en l'occurrence le camp qui est cité de la manière générique dans l'ensemble du texte et dont on comprend qu'il est assimilé à Mauthausen, même si le principal personnage que l'on peut assimiler bien sûr à l'écrivain, à un moment donné, va dans une annexe du camp pour d'ailleurs en revenir à la fin. Et quelques mots justement sur le parti pris littéraire de l'ouvrage. Alors, juste sur le camp, quand on dit Mauthausen, c'est 49 camps. C'est un archipel de camps. Il y a un camp principal qui est le camp de Mauthausen, et autour, il y a les plus importants, Gusen, Ebensee, etc. Mais il y a une myriade, comme Auschwitz d'ailleurs. Hein. Et donc, quand on dit Mauthausen, c'est 49 camps, temporaires ou définitifs, etc. Et lui, il est passé dans 4 de ces camps. Alors, il a été principalement à Mauthausen, mais il est allé dans ce qu'on appelait des commandos, c'est-à-dire les gens partaient pour faire quelque chose, et on créait un camp, puis il pouvait être supprimé, on revenait dans le camp principal, etc. Et donc, lui, de cette expérience, il en fait une expérience dans le camp. Ça ne veut pas dire qu'il transforme la réalité. Ça veut dire qu'il ne dit pas chaque fois j'étais à Ebensee, j'étais à Stier, il raconte un parcours, et ce qui est important pour lui, c'est de parler du camp et de ce qui s'y passe. Peu importe que ce soit à Mauthausen, à Ebensee, etc., parce que ce qu'il décrit, c'est les mêmes choses, en fait. Et ce qui lui importe, c'est ça. Alors, la manière de faire, parce que souvent, quand on lit des chroniques, ensuite, plus tard, là, ça a été écrit, je vous rappelle, en 1946, à la sortie du camp. Après, il y a eu énormément de chroniques qui ont été écrites par diverses personnes. Bien souvent, bon, c'est très émouvant, très intéressant, mais c'est le déroulé d'anecdotes qu'ils ont vécues. Là, il essaie de parler de tout ce qu'il a vécu, mais en le présentant sous forme de tableau. Et par exemple, on ne répète pas 10 fois la même chose. Il y a tout un chapitre sur les morts de faim, avec le personnage d'un affamé. On comprend tout sur ce que c'est que de mourir de faim dans le camp. Pas besoin de dire j'ai rencontré celui-là qui était fleur, l'autre est mort de faim. Vous voyez, c'est ça. Le principe, c'est ça. Donc on crée des personnages qui répondent à des personnages réels. D'une certaine façon, on peut dire que c'est un roman à clé pour ceux qui connaissent. Si vous voulez. Le personnage principal, Émilie, c'est lui, c'est Amat Pignelia, plus Josep Arnal. Son ami très proche avec qui il a vécu une grande partie de sa déportation. Josep Arnal, que vous connaissez, parce que c'est celui qui est devenu le dessinateur de Pif le chien, Pif Gadget, l'humanité, Pif Gadget, etc. Et donc là, il crée un seul personnage qui vit leur expérience. Et on sait que Arnal a dit plus tard, quand on l'a interrogé, qu'ils étaient comme... Alors, comme les doigts de la main, j'ai dit, mais la vraie expression en catalan, c'est comme la chair et l'ongle. On était comme c'est plus expressif. Hein. C'est comme la chair et l'ongle. On était comme la chair et l'ongle. Et donc, on a vécu ce qu'il raconte là, comme un personnage de roman, Émilie, c'est en fait ce qu'on a réellement vécu tous les deux. Alors, c'est soit l'un, soit l'autre, c'est attribué à un seul, ce qui permet de faire un roman qui est très fluide et très... Voilà. On n'attribue pas un tel et un tel. L'histoire qu'ils ont vécue ensemble, c'est attribué à un seul personnage qui est Émilie. C'est ça là, mais en forme. Alors, ce qu'il dit, quand comme beaucoup, il dit quand je suis sorti, je voulais absolument témoigner. Tout ce que j'ai vu mourir, et je vous rappelle qu'à Mauthausen, plus de 60% des Espagnols ont été assassinés. Donc, il en est rentré 7000 et quelques. Il en est mort 5000 ou près de 5000. Hein. Donc, c'est pas rien. Donc, l'essentiel des gens qui ont été déportés à Mauthausen, ils étaient morts. Et ceux qui avaient réussi à survivre, leur mandat, si l'on peut dire, à vie, c'était de témoigner pour ceux qu'ils avaient vu mourir. Et donc, ouais. Non, mais c'était juste pour ajouter 2 points, mais ça complète ce qui vient d'être dit. D'une part, oui, c'est un roman à clé, mais même lorsqu'on ne possède pas les clés, ce qui est mon cas lorsque je l'ai lu par rapport au personnage, hein, j'entends, c'est un texte qui se lit en effet de manière extrêmement fluide. C'est-à-dire que les gens qui savent qui était Arnal
auront pu éventuellement identifier son personnage et puis les différents protagonistes. Mais il y a une expérience qui a valeur d'universel. C'est-à-dire qu'on a vraiment une expérience qui est celle des camps de concentration avec leur violence, leur dureté. Et puis absolue, hein, bien évidemment. Et puis alors l'autre aspect qui est extrêmement intéressant, c'est la précocité du texte. C'est-à-dire que le texte d'origine est écrit en 45-46. Oui, il est écrit en 46. Alors, là, juste quand il est sorti du camp, en fait, il n'est pas sorti du camp. Au dernier moment, il n'était pas au camp de Mauthausen, il était à Ebensee. Donc, il n'a pas été libéré le 5 mai, mais le 6 mai. Enfin, c'est pas très important. Mais en fait, alors, qu'allaient devenir ces Espagnols ? Ils ne pouvaient pas rentrer en Espagne. D'une part, ils n'étaient pas reconnus. Et d'autre part, pour beaucoup, s'ils rentraient, ils risquaient d'être soit fusillés, soit enfermés dans ces fameux camps de concentration. Ce qui était absolument impossible à ce moment-là, c'était de rentrer directement en Espagne. Ça, c'était complètement exclu. Mais par contre, beaucoup voulaient revenir. Lui, il avait sa jeune femme qu'il avait connue que quelque temps. Et depuis le temps qu'il ne l'avait pas vue, il dit c'est celle qui m'a permis de survivre en y pensant. En fait, ils se connaissaient à peine. Et pendant tout le temps du camp, il a pensé à elle. Alors elle, je vous signale, elle était institutrice dans les écoles catalanes. Elle a été interdite d'enseignement et elle a été envoyée dans un village à côté de Guadalajara. Et ça, c'était la répression des familles des Rouges. C'est-à-dire, il n'y avait pas que ceux qui étaient emprisonnés ou envoyés dans les camps, il y avait toute la famille qui pâtissait de la situation. Donc il voulait revenir auprès de sa femme, et alors ils étaient tous ramenés, comme la plupart des déportés, à Paris pour être enregistrés, etc. Le fameux hôtel Lutetia, hein, par lequel la plupart des déportés sont passés, juifs ou non d'ailleurs. Et ensuite, que faire à Paris ? Rien. Et donc, il veut descendre vers le sud de la France. Il descend à Toulouse et en fait, il se fixe à Saint-Antonin-Noble-Val, à côté de Mola. Et son ami Arnal, lui, est à Caussade. Hein, il était installé à Caussade, donc ils n'étaient pas très loin. Et là, ils se retrouvent, certains anciens, de la Pigna del Cinc, du groupe des Cinq, c'est on dirait le club des Cinq qui avait fait l'exil ensemble. Ils se retrouvent pour de grandes conversations à Saint-Antonin-Noble-Val ou à Caussade chez Arnal, etc. Et tout d'un coup, Amat dit non, c'est pas possible, moi je veux rentrer. Et il décide de partir en Andorre, pour de l'Andorre, voir quand est-ce qu'il pourrait rejoindre Barcelone sans risquer. Alors, il n'y avait pas de procès contre lui particulièrement. Hein, c'était ce qu'il représentait, sauf à Mandresa, on va le voir. Hein, mais en tant que personne, il n'y avait pas un dossier qui l'attendait pour qu'il passe devant une cour martiale une cour pour subir un procès et être condamné. Et donc en 1946, quand il met au point un livre de poèmes qu'il avait écrit dans les camps, sur des petits bouts de papier comme il avait travaillé dans des endroits où il était un peu protégé, on pourra en parler, il pouvait écrire des poèmes sur des petits bouts de papier qu'il pouvait cacher dans ses vêtements, etc. Et à la sortie du camp, et en 1946, il reprend ces poèmes qui ne seront publiés que de manière posthume ensuite. Il les reprend, il les met au propre, etc. Mais il dit, mon œuvre, c'est ce que j'ai promis de faire. Alors là, il pensait à une chronique, c'est la chronique que je voulais faire de tous ces gens qui sont morts autour de moi, etc. Et il le dit dans son avant-propos, comme vous le verrez, mais ce n'était pas possible de faire comprendre la vérité intime de ce qui s'est passé par une chronique. C'est plus difficile que par un texte. Alors, il ne dit pas un roman, il dit sous forme de roman, c'est-à-dire en romançant d'une certaine manière. Lui, il est écrivain, il veut appliquer son savoir d'écrivain à ce compte rendu d'expérience, si vous voulez. Et donc, il n'est pas le seul, hein, on pourrait en parler, mais il y a eu beaucoup de gens qui, sortis des camps,
ont écrit une petite chronique, etc., mais qui ont éprouvé le besoin d'écrire un grand roman pour arriver, parce que l'idée c'était tellement particulier, tellement horrible, qu'il était absolument impossible de le faire comprendre aux gens qui nous accueillaient. Ils cherchaient la meilleure façon de le faire comprendre, et ils écrivaient, par exemple, comment il s'appelle, David Rousset, il dit le système concentrationnaire, qui est un texte formidable, court, qui est à la fois une analyse de ce qui se passe dans les camps, mais il disait, voilà, ça, c'est une analyse, ça fait comprendre, mais le lecteur lambda, il comprend rien de ce qu'on a vécu en lisant ça. Et donc il a écrit un énorme roman de 1000 pages, qu'il a publié pour qu'à la lecture de ce roman, le complément, en fait. Qui était le complément, mais un complément énorme. Et il pensait ensuite, on pourrait dire Pierre Daix, il a écrit un roman, d'abord La Dernière Forteresse. Enfin, c'est un cas un peu général, très intéressant à voir. Et alors, on peut aussi parler des grands auteurs comme Primo Levi, qui écrit Si c'est un homme, mais avant d'écrire Si c'est un homme, il a écrit plein de contes de fiction, et quand il a écrit Si c'est un homme, qui en fait est une chronique, il a aussi, alors d'abord dans Si c'est un homme, il y a des aspects sous forme de roman, il le reconnaîtra après, il y a des choses qui sont reprises d'un point de vue littéraire, ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, mais c'est une manière d'écrire, de présenter les choses, et puis il a éprouvé le besoin d'écrire des romans. La Trêve, par exemple, son retour en Italie à la sortie du camp, c'est une chronique comme Si c'est un homme, mais sous forme de roman. Il le présente. Voilà, tout ça pour dire que c'est très compliqué. L'idée, c'était comment faire comprendre ce que nous avons vécu, intimement vécu, ce qu'ont vécu ceux qui sont morts, à des gens qui ne peuvent pas savoir parce qu'ils n'ont jamais été dans cette situation. Et donc, c'est là qu'est le choix du... d'abord, je vais arrêter là, mais c'est important. D'abord, c'est un problème de simplification. Par exemple, dans le camp, il y avait 2 commandants, il y avait des officiers, etc. Il y a le commandant du camp. Et en fait, c'est un mixte avec le commandant et le capitaine. Et ce qui est attribué à ce personnage du commandant du camp peut appartenir à l'un ou à l'autre, mais peu importe. Les horreurs qu'il commettait, c'était le commandement du camp. Et quand on lit le roman, évidemment, on est tenu à la haleine par ça. C'est-à-dire, si c'était une chronique, on dirait, le Ziraïs a fait ça, Bachmayer a fait ça. Non, c'est le commandant du camp qui était... Et c'est très important parce que c'est un débat qui existe depuis l'origine sur la nature de l'écriture concentrationnaire. Qu'est-ce qu'on écrit et comment ? Et là, il y a des débats infinis autour de Lévy, justement, notamment, mais plus généralement, il y a eu tout un tas d'études, de colloques qui ont été consacrés justement à ces témoignages-là. Et ce témoignage qui est extrêmement précoce s'inscrit dans le débat. Comment écrire ça ? Comment écrire sur une expérience qui a souvent été qualifiée d'indicible. Donc c'est une sorte de paradoxe de parler de quelque chose dont on ne peut pas parler, mais dont il faut quand même évoquer. Et alors, pour évoquer le contenu donc, de l'ouvrage, alors je ne vais pas revenir sur les différents personnages, si ce n'est de manière extrêmement allusive, puisqu'il y a une galerie de portraits. On s'attache à les voir. Ils sont d'ailleurs souvent définis par rapport à des caractères, des positionnements politiques, voire des fonctions. L'exemple du commandant du camp étant assez manifeste, mais on le voit aussi chez les déportés. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est cette manière dans l'écriture de montrer de manière extrêmement fluide. On va souvent revenir sur l'adjectif. C'est quelque chose qui se lit vraiment facilement. Mais là où c'est tout à fait étonnant, c'est de voir que cette fluidité est capable de mettre en lumière des situations extrêmement complexes. On le voit notamment au niveau des déportés, quand il revient sur les ambiguïtés des comportements. On pourra revenir sur ce sujet-là, notamment au travers du personnage d'Auguste, on en reparlera. Et par ailleurs aussi sur les déchirements internes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement les déportés, mais il y a différentes catégories plus ou moins privilégiées,
avec ceux qui se font exterminer, qui sont les Juifs, ceux qui sont tout proches de l'extermination, qui sont les Russes, et puis après, par graduation successive, des situations plus enviables, et les Espagnols par le travail, notamment, c'est souligné de manière assez récurrente et régulière dans l'ouvrage. Et puis, il y a aussi les positionnements politiques. C'est-à-dire qu'on a l'impression, en lisant l'ouvrage, que l'on retrouve les tiraillements du camp républicain entre communistes et anarchistes, en particulier, sur des débats qui d'ailleurs ne sont pas nécessairement approfondis dans l'ouvrage, parce que ce n'est pas le sujet, mais on sent que par rapport à des questions liées à la survie des différents protagonistes, eh bien, le fait d'être communiste ou anarchiste n'implique pas nécessairement les mêmes réactions, les mêmes réponses. On pourrait peut-être venir sur peut-être commencer par ce deuxième élément, donc les tiraillements politiques, ouais. Et puis ou alors qu'on commençait peut-être par la complexité des personnages avec oui, Auguste. Oui. Alors pour aborder la complexité, c'est que la situation des Espagnols, vous avez parlé d'Angoulême, où là il y a eu 800. Alors oui, je vais pas dire le chiffre exact, mais alors faut dire là c'était des hommes, des femmes et des enfants qui ont été amenés à Mauthausen, mais seuls les hommes sont entrés dans le camp. Les femmes et les enfants ont été renvoyés en Espagne, ou certains d'ailleurs, en particulier les femmes, hein, ont été emprisonnés en arrivant. Hein, et on a des témoignages de gens qui disent ma mère, dès qu'elle a été renvoyée en Espagne, donc les femmes et les enfants, les Allemands, ne les voulaient pas dans le camp. Dans ce cas-là, hein, dans le cas des Espagnols, on sait très bien que pour les Juifs, c'était le contraire. Ils les ont renvoyés, ils ont gardé les hommes, et là, 70 ou 80% des hommes ont été assassinés. Ce convoi d'Angoulême, il y a 20% tout juste d'hommes qui en sont sortis. Et ça, c'était vrai en 40-41, les premiers convois de déportés espagnols ont été massacrés. Alors, massacrés, pas l'extermination directe, mais par le travail, par l'idée, parce que Mauthausen, dans le système des camps, c'était un camp de 3e catégorie, c'est-à-dire un camp d'épuisement par le travail pour les indésirables dont il fallait se débarrasser. Avec la fameuse carrière. Hein, voilà. Et donc, ils passaient tous par la carrière de Mauthausen, où il fallait monter des pierres de 25 à 80 kilos sur le dos, en courant pour les Juifs et en marchant pour les autres. Et donc, le soir, on ramassait des cadavres. Tous les jours, on ramassait des cadavres. Et les Espagnols ont été, comme tout le monde, sont passés par la carrière, mais en plus, les premiers convois ont été chargés de rénover les escaliers de la carrière. C'est-à-dire, il y avait des escaliers brinque-ballant, il a fallu faire les fameuses 186 marches, hein, c'est le titre de plusieurs livres, les 186 marches, qui n'étaient que 136 au début, et qui étaient des bingoïs, comme on dit ici, et qu'il a fallu, et on dit que sur chaque marche et sur chaque pierre, il y a le sang d'un Espagnol. Hein, c'est la formule qui est restée. Et donc là, ils ont été tués par l'épuisement au travail. Ceux qui ne pouvaient pas suivre, ils étaient assassinés d'une balle dans la tête, et surtout, plus terrible, tués à coups de bâton, à coups de pied, enfin, etc. Ahmad ne s'étale jamais sur les horreurs, et j'aime pas non plus raconter, parce que vraiment le détail des horreurs, mais voilà, ce qui changeait par rapport à n'importe quelle prison, c'est qu'on était battu en permanence. Hein, du matin au soir, on était mis nus dans le froid par moins 20 degrés, etc., etc. Donc à ce régime, les premiers, jusqu'en 1942, les Espagnols avaient une mortalité terrible. À partir de la fin 1942 et de 1943, il y a eu un changement de politique aussi par le Reich allemand. Ils comprenaient que la victoire, la joyeuse victoire du Reich n'était pas tout à fait assurée. Et donc Himmler a pris un décret en dehors du génocide des Juifs, qui lui existait bien sûr. Mais pour les autres, c'était plus l'extermination par le travail, c'était le travail utile pour le Reich. Et donc on va utiliser tout ce personnel, ces esclaves. Je crois que là c'est vraiment la définition de l'esclavage. On va utiliser ces esclaves pour renforcer le matériel militaire, fabriquer des munitions, etc. Et à partir de ce moment-là, ceux qui, chez les Espagnols, avaient un métier,
Il faut dire aussi, Mauthausen, il fallait continuer. C'est un camp qui se construisait au fur et à mesure. On continuait à construire le camp. Il y avait de plus en plus d'arrivées, on continuait à construire le camp, en pierre, venant de la carrière. Et donc, on va utiliser tous les savoir-faire des Espagnols sur le plan artisanal. Hein. Et puis, ceux qui s'occupaient de les SS, ils étaient au-dessus des camps. Ils ne s'occupaient pas directement de l'administration, des baraquements, etc. Tout ce travail était délégué à des déportés allemands ou polonais, essentiellement allemands, au début, qui étaient des délinquants, des bandits. On avait vidé les prisons, on les avait mis dans le camp. Et donc, c'était des gens des capots, encore plus terribles que les SS, souvent, et qui... Mais eux-mêmes déportés. Eux-mêmes déportés, voilà. Et dans l'administration, c'était aussi des déportés allemands qui étaient souvent brutaux et incompétents. Et dans le cadre de cette idée, on va faire travailler ces esclaves pour avoir un meilleur armement, etc., on va se servir de ces Espagnols qui sont aguerris puisqu'ils ont vécu une guerre, qui s'entendent entre eux, etc. Et on va, petit à petit, on va leur demander, mais ils vont réussir, eux, à s'infiltrer dans l'administration du camp, à tous les niveaux, dans les baraques et dans l'administration générale, jusqu'au bureau de la Gestapo. Le secrétaire du bureau de la Gestapo, c'était un déporté catalan. Et c'est très important parce qu'il a réussi à sauver toutes les archives qui ensuite ont servi à incriminer les SS, etc. Vous écoutez Dominique Blanc, traducteur et auteur de la postface du livre de Joachim Amat Piniella, K.L. Reich, publié aux éditions Verdier, à la librairie Ombre Blanche, le 29 avril 2025. Si je puis me permettre de vous interrompre un instant, cette histoire que l'on a vue sous forme de documentaire ces dernières années, le photographe. Voilà, le photographe de Mauthausen, voilà, c'est pas une légende, c'est un Espagnol, ouais. Et c'est quelqu'un qui a d'ailleurs le récit l'évoque sous une forme indirecte, mais c'est cette histoire justement des photographies qui vont être conservées et sur lesquelles on a des centaines de clichés de cadavres supposés morts en train de s'évader ou que sais-je encore et qui ont été abattus comme des chiens par les sentinelles, pour le plaisir de tuer, et qui seront fournis au procès de Nuremberg, au titre de preuve. Oui, et donc les Espagnols, les Catalans en particulier, mais c'est un hasard d'une certaine manière, se sont retrouvés dans l'administration, c'est-à-dire la gestion des fiches individuelles, ce qui permettait, par exemple, ce qui permettait bien sûr de sauver des camarades, c'est-à-dire quand ils devaient donner quand on leur donnait la liste des gens qui devaient être envoyés au four crématoire ou à la chambre à gaz le lendemain, parce qu'il y a eu une chambre à gaz à Mauthausen qui était là, mais qui avait pas la même fonction qu'à Auschwitz d'ailleurs, mais qui servait à gazer des gens. Et à la régulation du nombre de déportés. À la régulation du nombre de déportés. Quand il y en avait trop, on en faisait passer une partie à la chambre à gaz, les plus faibles, etc. Et donc, c'est terrible, tenir l'inventaire des gens qui vont aller à la chambre à gaz. L'intérêt des noms des Espagnols, c'est que c'est des noms doubles, où tout se répète. Il y a des González, Martinez. Alors, les Allemands, on n'y comprend rien. Donc, on déléguait ça à un Espagnol qui pouvait jouer sur les noms. Et par exemple, on remplaçait le nom d'un déporté qui était sur la liste de ceux qui devaient être éliminés le lendemain par un déporté qui allait mourir dans la nuit, qui était malade et qui de toute façon allait mourir. Et donc voilà. Et des trucs comme ça, si vous voulez. Hein. Ce qui est terrible aussi, parce qu'à un certain moment, il fallait choisir qui on mettait sur la liste, il fallait un nombre concret, etc. Ce qui fait que les gens qui ont été héroïques en sauvant les amis, etc., ils ont très mal dormi aussi pendant très longtemps. Hein. Et c'était le cas d'Amat Piniella. Hein. Montserrat Roig, celle qui a fait le grand livre sur les Catalans dans les camps nazis, elle disait, quand il est mort, elle a fait un article très émouvant en disant Joachim Amat Piniella est mort pour la deuxième fois.
parce qu'il était déjà mort. Dans ses yeux, on voyait qu'il était mort parce qu'il était revenu du camp avec dans ses yeux, tous les regards de ceux qu'il avait vu mourir. Et voilà, et il est mort jeune aussi parce qu'il était miné. Alors lui, il n'était pas dans les fiches et tout ça. Alors, ce qu'on peut dire quand même, puisqu'on parle de hiérarchie, les Espagnols, une fois qu'ils ont acquis une place dans l'administration, d'une certaine manière, ils étaient enchufat, comme on dit en catalan. Ils étaient planqués, privilégiés, si vous voulez. Alors, privilégiés, attention. Arnal et Amat l'ont payé aussi, parce qu'il y a eu un incident à l'endroit où ils travaillaient. Immédiatement, ils ont été envoyés à la carrière pour être assassinés. Et c'est encore une fois un copain espagnol qui les a fait sortir de la carrière avant qu'ils y meurent. Et lui, il reste 3 mois. Lui, il est resté 3 mois, ce qui était un exploit. Et dans les archives, je le cite dans la postface, dans les archives des Allemands, on met en avant qu'un certain, alors ils disent José Amat Piñeira, a résisté à 3 mois de la compagnie de châtiment à la carrière, et c'est un exploit. Donc des privilégiés, mais privilégiés, voilà, tout est relatif, mais c'était des privilégiés quand même par rapport à ceux qui mouraient de faim, etc. Et pourquoi je disais ça, je ne sais plus. Sur la hiérarchie dans le camp, et ça me faisait penser justement à un personnage que j'ai évoqué tout à l'heure et sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne, c'est Auguste. Oui, alors là, il y a le personnage d'Auguste qui est dès le début de l'histoire. Là, c'est un anarchiste valencien qui se retrouve dans le camp et qui parle allemand, ça aussi c'est très important. Et certains Espagnols ont compris dès le début qu'il fallait qu'ils apprennent un minimum d'allemand pour pouvoir être enrôlés dans des postes administratifs, etc. Mais certains parlaient déjà allemand et donc ils ont eu une position privilégiée dès le début, comme chef de baraque ou autre, parce qu'il fallait donner les ordres, etc. Et parler à la fois, bien sûr, espagnol et allemand. Et cet Auguste, donc, était un personnage assez folklorique, on peut le dire, hein, qui se disait d'origine aristocratique, ce qui n'est pas tout à fait faux, parce que c'était un enfant naturel d'une ouvrière, mais qui avait sans doute été, avait fréquenté un aristocrate qui était son patron, et qui avait eu ce fils. Il avait fait du théâtre, il avait été saltimbanque, etc. Il s'était engagé dans les armées de la République, et déjà à ce moment-là, il avait eu un conflit terrible avec les communistes. Parce que dans le régiment où il était, voilà, il y a eu de gros problèmes avec les communistes qu'il va reproduire ensuite dans le camp. Et c'est un personnage qu'on suit du début à la fin. Et là, c'est un personnage qui est entièrement vrai. Tout ce qui est dit de lui. Alors, dans la réalité, il ne s'appelait pas Auguste, il s'appelait César. Ça, c'est un clin d'œil, hein, parce que... Et d'ailleurs, à un moment... Alors, pourquoi il l'appelait Auguste ? Parce qu'il disait que c'était à la fois un empereur et un clown. Donc c'est un Auguste. Et donc, et ce commando César a existé et tout le monde le cite. Hein, les gens. Alors pourquoi je dis le commando César ? Parce qu'il avait réussi. Lui, son idée, c'était que les communistes, qui voulaient toujours s'organiser, organiser la résistance, etc., allaient les entraîner à se faire massacrer par les SS. Il les mettait en péril. Alors que lui, qui était à la fois... collectiviste et individualiste, on disait il ne faut pas faire ça du tout, il faut se débrouiller, les Allemands sont des cons, il faut les gruger, et donc on va leur proposer, à partir du moment où il ne fallait plus que les gens meurent systématiquement, où ils devaient travailler, on va leur proposer de faire un commando où ils seraient mieux traités, mieux nourris, et où ils travailleraient beaucoup plus efficacement. Et dans ses rapports avec la direction du camp, ça a marché. Et donc, il a créé un commando là, pour aller construire une centrale électrique qui n'a jamais existé par la suite. Mais enfin, voilà. Il a pu faire sortir 400 déportés espagnols. Alors, pas sortir, hein, mais aller créer ce camp qui créait un commando, comme on disait, ce petit camp qui allait créer la centrale électrique. Et là, c'était lui qui était le chef, en fait. Mais jusqu'à l'ambiguïté, parce que lorsque ça va mal... Du coup, il va jusqu'à se comporter en capot, en prenant le fouet. C'est-à-dire, il devient, il devient, quand il le faut, puisque dans son idée, il faut plaire
au commandement pour être accepté tel qu'on veut s'organiser, il commence à prendre les attitudes ah merde, pardon. Des capots. Les attitudes des capots. Et il tape sur ses camarades, il les punit, etc. Et c'est là que les communistes deviennent fous de rage. Et alors, qui au début trouvaient que il était complètement fou, mais que c'était pas une mauvaise idée, hein, puisqu'on arrivait à être mieux traité, etc. Mais là, il dit, ça y est, Auguste, c'est fini, c'est vraiment, il est comme les SS, etc., etc. Et alors, bon, on va peut-être trahir le secret, mais c'est vous qui en déciderez, sur son devenir. Oui, alors... Et là, pour le coup, c'est le seul personnage dont on parlera par rapport au texte, mais je pense qu'on peut quand même dire... Oui, alors cet Auguste, tout le monde dit... enfin César, donc je vais dire son vrai nom, hein, son vrai prénom. À la sortie des camps, bien sûr, il y avait plein de gens qui avaient beaucoup l'admiraient. Et Joachim Amat Piniella, il était très ambigu par rapport à lui. Par exemple, il a écrit un grand poème pour son anniversaire, qui montrait une grande amitié. Je l'ai vu, ça. On n'en parlait plus après. Mais alors, il admirait d'une certaine façon. Il trouvait qu'il était complètement jobard, mais que ça détonnait avec le reste. Il était assez ami avec lui, et en même temps, il trouvait, comme je vous dis, insupportable. C'était à la fois un clown et la manière dont il a fini par se comporter. Et il était en train, il devenait un collaborateur, hein, c'est-à-dire au sens strict du terme. Donc, quand le camp, à la sortie à la libération des camps, le 5 mai pour Mauthausen et le 6 pour Ebensee, tout le monde voulait faire la peau de... enfin, tout le monde. Sauf les gens qui le suivaient admiratifs. Et alors, les communistes en particulier voulaient absolument faire la peau de ce César. Et d'ailleurs, dans tous les témoignages qu'on a, côté espagnol et côté français aussi, tout le monde le connaissait, hein, César. Disent voilà, que c'était un type ignoble, monstre, etc., qu'il fallait lui faire la peau. Et on dit qu'il s'est évaporé à la libération du camp. Pas du tout. Il ne s'est pas du tout évaporé. Il s'est installé en Autriche. Déjà, quand il était dans le camp, il avait une maîtresse autrichienne qu'il invitait dans le camp. Là, il y a un passage un peu humoristique, je vous laisse le découvrir. On l'appelait la Pompadour. Et donc, il recevait sa maîtresse dans le camp. Il avait le droit, le soir, de sortir du camp et d'aller dormir chez sa maîtresse. Il se faisait confectionner des costumes par les tailleurs de l'armée allemande, enfin, etc., etc. Un personnage ambigu et pittoresque. Mais voilà, et à la sortie du camp, il ne s'est pas du tout évaporé. Il est resté en Autriche. Il a créé une association de défense des déportés espagnols, dans laquelle s'est retrouvé d'ailleurs un moment Simon Wiesenthal, le chasseur de nazis. Mais bon, les communistes n'ont pas abandonné comme ça. Et alors sa femme, dont avait un frère qui lui-même était communiste. Il avait eu des problèmes avec ses chefs de parti, mais il était lui-même communiste. Il a averti que ses collègues l'avaient repéré et ils allaient lui faire la peau. Et donc, avec sa femme et sa fille, puisqu'il avait eu une fille entre-temps, ils sont partis en Argentine, en 1951. Ils sont partis en Argentine et ils ont vécu en Argentine où il a eu une vie sociale. Alors c'était un type incroyable, quoi. Immédiatement, il s'est mis à faire du théâtre, il dirigeait un orchestre de chambre, il a fait 50 000 choses, mais il ne parlait plus de son passage à Mauthausen, de ce qu'il avait fait, sauf avec les quelques amis anarchistes qui, comme lui, étaient installés en Argentine parce qu'il avait une peur folle, il n'avait pas tout à fait tort, des staliniens, comme il disait, qui voulaient l'éliminer. Et donc il est mort en 1988. À ce moment-là, sa fille a dit, mais il m'a laissé une cassette avec des listes de noms, etc. Et un historien amateur de Valence s'est intéressé à ça et a dit, mais voilà, en fait, on l'a méprisé, mais en fait, il a sauvé. C'est la liste des Espagnols qu'il a sauvés. C'était la liste des gens qu'il avait amenés dans ce fameux commando, etc. C'est pas un monstre, il a sauvé 400. Sans lui, ces 400 Espagnols seraient morts, etc.
Et alors, c'est une histoire, ça c'est en 2020. C'est en 2020 que cet historien valencien avec un autre ont écrit un livre sur ce fameux César et son commando César, à sa gloire, mais en citant tous les textes qu'ils avaient trouvés qui étaient contre lui, ce qui est extrêmement intéressant pour moi, parce que j'ai pu lire tout ce qu'on disait de lui et qui était contre lui, si vous voulez, que je ne peux pas trouver, parce que c'était dans des bulletins d'associations, etc. Donc c'est assez formidable. Donc, un livre à sa gloire, le titre « L'anarchiste espagnol qui a sauvé 400 déportés », et un an après, 2022-2023, un cinéaste espagnol a fait un film qui s'appelle Le Capot, à sa gloire, qui a été distribué un peu en Espagne, beaucoup en Argentine, où on a fait de ce César un héros. Et donc, dans la ville où il avait vécu, la municipalité a décidé de lui donner le statut d'enfant, comme on dit, de citoyen d'honneur de la ville, de mettre une plaque et lui donner le nom à une rue, mais je ne suis pas sûr la plaque, j'en suis sûr, le nom à une rue, je ne sais pas. Et on a rendu hommage à ce César avec sa fille qui était ravie, etc. Donc, tout ça pour dire, ce personnage, il est un peu à part, mais lui, il est vraiment romanesque. Mais c'est sa vie réelle qui est romanesque. Alors, il a été traité par les historiens par-dessus la jambe un peu. C'est-à-dire, vous lisez les textes, on vous dit, alors il a disparu, il est parti au Mexique. Bon, beaucoup de gens allaient au Mexique, mais non, pas du tout. Ou alors, il a fini en Argentine, mais on n'a aucun... Et c'est en lisant les journaux de Valence et de Mendoza, en Argentine, alors j'y suis pas allé, hein, avec Internet maintenant, vous lisez tout ce que vous voulez, en tapant son nom, si vous voulez, que je me suis aperçu de toute cette histoire qui date de 2 ou 3 ans, là, avec un retournement assez fantastique. Alors tout ça est parti quand même d'un groupe d'anarchistes valenciens qui voulaient restaurer l'image de l'un des leurs qui avait été dégradé complètement par les communistes. C'est-à-dire 50, 60, même 80 ans après, il s'agissait de redorer le blason de ce César Auguste. Alors, une fois qu'on a dit ça, ce qui est intéressant dans le texte, c'est qu'autour de lui se cristallisent tous les débats politiques entre déportés. Alors, se cristallisent tous les débats, mais sans, ça reste quand même sur... ça ne phagocyte pas le récit. Ça ne phagocyte pas du tout le récit. Amat, lui, il a une position un peu en surplomb, il le prend d'une manière un peu ironique, et puis il montre comment ce qui a tout changé, c'est quand sont rentrés dans le camp les Espagnols qui avaient lutté dans la résistance française. Parce que c'était alors eux, bien sûr, ils avaient fait la guerre, etc. Mais leur petite querelle, là, depuis 2-3 ans, autour de on fait ci, on fait ça, communistes, anarchistes, syndicalistes, organismes syndicalistes, c'est plutôt CNT, anarcho-syndicalistes. Une fois que les résistants arrivent, qu'ils parlent des arrestations, des tortures, des combats, des plastiquages des ponts, etc. Là, tout d'un coup, les petites querelles il le dit bien, les petites querelles sont terminées, et là on est confronté à quelque chose qui nous oblige de nous tenir tous ensemble pour résister à l'esprit du camp, comme il dit. Et c'est là que la résistance s'organise de manière plus complète. Mais là on est en 44, on avance vers la fin du camp. Alors jamais un groupe de résistance n'a libéré un camp. Annette Vievorka, dans son dernier livre, là, Itinéraire, elle le dit bien. Hein. Mais partout où il y a eu des résistants et des réseaux de résistance, c'est très important. Ça a permis, d'une part, de s'entraider les uns les autres. Et puis, ça a beaucoup servi à partir du moment où les SS se sont enfuis, les Américains ou les Soviétiques sont arrivés.
Et là, c'était un bazar incroyable, les règlements de compte, la nécessité pour des milliers et des milliers de déportés qui avaient été ramenés d'Auschwitz, de Ravensbrück, etc., dans les camps, comme le camp de Mauthausen, il n'y avait pas à manger pour tout le monde et tout ça. Là, l'organisation des Espagnols, mais pas seulement d'eux, une organisation aussi internationale de la résistance, a servi à tenir le camp et à organiser les choses. Et ça, c'est beaucoup plus important qu'une libération mythique. Il y a des gens qui disent « ouais, on a libéré ». Non, ils n'ont libéré rien du tout. Ils sont arrivés avec les fusils, les SS, ils étaient déjà partis. Hein. À Mauthausen, quand ils ont vu que ça tournait mal, 2 jours avant, sans rien dire, ils ont fait les valises, ils sont partis. Et ils ont laissé des vieux soldats de la Wehrmacht, de braves paysans qui avaient été enrôlés plus ou moins de force pour renforcer l'armée. Ils les ont envoyés pour garder le camp. Et ça, c'est un passage qui est très intéressant parce qu'on a eu tout le narratif sur la libération des camps ces derniers mois avec l'anniversaire décennal. Et souvent, on a effectivement ce genre de choses. Et là, on voit toute la difficulté puisqu'on ne passe pas d'un État à un autre avec la captivité, la déportation qui s'arrêterait comme par enchantement, mais les problèmes perdurent hein, au-delà de la libération du camp. Et les Américains, de cette manière, ne font que passer, même si leur venue est tout à fait salutaire. Mais comme ça vient d'être dit, il faut continuer à s'organiser. Oui, et puis il faut savoir aussi qu'il y a énormément de morts qui ont eu lieu à la libération et juste après la libération du camp. Alors, du fait, par exemple, que des gens affamés qui arrêtent un wagon de nourriture et qui se mettent à manger de la farine à pleine poignée, la nuit suivante, ils sont morts. Il y a eu énormément de morts de gens, parce que là, il n'y avait pas la Croix-Rouge. Hein. La Croix-Rouge, elle est arrivée après, elle a essayé d'organiser ça, mais des milliers de gens se trouvaient là, des squelettes, il faut regarder les photos, hein, et qui mangeaient tout ce qui leur tombait sous la main, et ça les a tués. Et la première idée, c'était de les empêcher de faire ça. C'est-à-dire empêcher les gens de sauter sur tout ce qui passait comme nourriture et de s'empiffrer pour se tuer, quoi. Et ensuite, alors, les règlements de compte, ça, les gens en parlent moins des fois. Hein, mais là, ils en parlent. Alors, de manière, avec des cas un peu symboliques, hein, c'est-à-dire, voilà, ce qu'on a vu maltraiter les camarades, on voit qu'ils sont tués à la libération. Ce qui est intéressant, c'est que généralement, on parle des règlements de compte contre les gardiens, qui sont essayés parfois de se déguiser en déportés, mais qui sont trop bien nourris, trop gras. Et il y a quelques règlements de compte que l'on sait dans des libérations de camps de concentration. Mais là, c'est entre déportés. Entre déportés, ouais, ceux qui se sont mal comportés. Ceux dont on ne parle jamais. Voilà, alors c'est difficile d'en parler aussi. Mais bon. Et alors, c'est pas. Le problème le plus grave, quand même, c'est que dans le camp de Mauthausen, et c'est les 49 camps, il est passé par rotation 15 000 SS. Il y en a 200 qui ont été jugés. Et sur ces 200, il y en a, je ne sais pas, un petit nombre qui a été fusillé. Et tous ces tortionnaires quotidiens qui ont tué des dizaines de gens, qui ont massacré, etc., ils se sont retrouvés dans leurs entreprises, dans leur village, dans leur quartier, leur famille, sans trop de problèmes. Alors, l'heure tourne et vous aurez probablement des questions à poser. Je voudrais juste terminer sur une dernière question qui m'intéresse énormément. On a beaucoup parlé ensemble avant de faire la présentation. C'est la date de parution du texte d'origine, puisque cet ouvrage sur la déportation des Rouges espagnols paraît donc en Espagne en 1963, autrement dit sous la dictature de Franco. Oui, alors d'abord, en 1946, il a été impossible de le présenter à n'importe quelle maison d'édition. Il le dit dans la préface. Il le dit, ouais. Et en 1953, il est soumis à la censure franquiste. Et alors le censeur, qui est... alors comme le texte, c'est le texte original catalan qui est présenté. Le censeur, c'est forcément un catalan qui dit le catalan. Il est franquiste, mais il trouve que c'est pas mal quand même. Bon, ça parle de l'Allemagne, tout ça. Donc il donne un avis favorable. Alors quand les types de la commission de censure voient ça, ils ont un coup de sang. Et bien sûr, ils mettent le tampon interdiction de publier en 1953. En 1961, il est représenté
mais par... Alors là, le premier éditeur, c'était un petit éditeur chez qui Amat avait déjà publié des petites choses, Alberti. Et en 61, c'était Sex Barral, une maison d'édition beaucoup plus importante, qui publiait en espagnol et un petit peu en catalan. Mais là, pour que ça passe, Amat lui-même a traduit le texte en espagnol, et ils ont présenté le texte. Et là, la censure... Ça prend 2 secondes parce que c'est assez pittoresque la manière dont il... le 10 avril 61, 2 ans avant, donc, mais ça va être l'autorisation, le censeur, José de Pablo Muñoz. Alors, information sur la censure. Est-ce qu'il y a une attaque du dogme? Non. Une attaque à la morale? Non. À l'Église et à ses ministres? Non. Au régime et à ses institutions? Non. Aux personnes qui collaborent ou ont collaboré avec le régime? Non. Les passages censurables qualifient-ils le contenu total de l'œuvre? Non. Donc on peut censurer quelques petits passages, mais ça... Alors, renseignements et autres observations. Je vous traduis là. L'auteur, à travers d'un montage littéraire, présente un cercle d'exilés espagnols faits prisonniers en France par les Allemands et concentrés dans un camp typique de l'époque. Alors les noms en espagnol. Emilio, Francisco, Ernesto, Fuentes, Manuel, il n'y a pas de Fuentes, Manuel, Rubio et Augusto. Il décrit des peines absolument effrayantes, honteuses, des traitements inhumains, en chargeant la mule, sur le nazisme et les SS. C'est une œuvre totalement négative, de rancœur obscure, sans plus d'objectif que de distiller de la haine à chaque page. Sa description des camps de concentration allemands paraît exactement calquée des faits des camps russes. C'est parce que ça ressemble à ce qui se passe dans les camps russes qu'on va accepter. Nonobstant, comme il s'agit de choses passées et d'un pays étranger, en gros, on peut le publier. Et la commission de censure, quelques jours après, donne un avis favorable. C'est assez savoureux quand même, on peut le publier, parce que ça ressemble à ce dont on était en train de parler en 61, de ce qui se passe dans les camps russes, puis c'était les Allemands. Puis en 61, il faut dire, Franco et l'Espagne veut plaire aux Américains, veut plaire aux Européens, voilà, c'est fini, hein, l'idée qu'ils vont rester isolés dans leur coin, etc. Et donc, ça peut paraître, donc ça paraît, en 63 en espagnol. Alors là, un éditeur catalan de l'époque, Joan Sales, qui est l'éditeur de Mercè Rodoreda, dans les grands auteurs catalans, qui lui-même était un officier de l'armée républicaine qui a écrit un énorme roman qui s'appelle Incerta Gloria, que vous connaissez peut-être. Et donc, il se dit, mais voilà, puisque la censure accepte que ce soit publié, c'est en espagnol, mais moi je vais dire la censure, moi je le fais, mais avec l'original catalan, et c'est passé. Et donc, je me souviens plus, le jour même, je me souviens plus de la date, hein, le jour même où le président Companys, le président de la Généralité, le 15 octobre 1940, le président Companys, président de la Généralité de Catalogne, a été fusillé. Il avait été arrêté par la Gestapo sur dénonciation de gens d'infiltrés espagnols et livré par leur gouvernement de Vichy à Franco. Il a été fusillé dans les fossés de Montjuïc, du fort de Montjuïc. Et donc ce jour-là, le jour de cet anniversaire, c'est pas un hasard, Joan Sales a publié le bouquin de Joaquim Amat Piñeira. Oui, bonjour et bravo pour la publication en français de cet ouvrage, de la traduction, qui méritait d'être publié parce que c'est effectivement un très grand livre et qui aborde sous un aspect méconnu finalement le système concentrationnaire et ce qui fut fait à cette époque-là. Alors moi, j'ai travaillé sur José Cabrero Arnal, sur le dessinateur de Pif, j'ai écrit une biographie et
Vous êtes Philippe Huguelienne, alors. Exact. Et ça fait longtemps que j'ai eu l'occasion de consulter ce livre en catalan et en espagnol, dans la version expurgée en quelque sorte, puisque là vous retrouvez la version originale. Et la traduction est plus proche de la traduction originale, enfin l'œuvre originale de Amat Piniella. Alors je suis à chaque fois surpris du texte et quand on parle de l'Émilie, qui est donc le personnage dont on dit qu'il est la somme de Amat Piniella et de Arnal, de retrouver si peu d'Arnal dans ce personnage, excepté dans le regard. C'est un dessinateur et d'ailleurs bien souvent le terme est employé, il ne parle plus de l'Émilie mais il parle de le dessinateur, et dans le regard et dans les descriptions. Je me suis aussi posé alors ça c'est un constat, et je me suis posé aussi une question, mais il y a très très longtemps, quand en 2009 jusqu'en 2013 j'ai travaillé sur Arnal, de comment Arnal avait tourné la page, et dans son œuvre postérieure, dans son œuvre de dessinateur en France, donc, et dans Vaillant et ensuite dans Pif Gadget, il avait si peu travaillé à ouvrir la page du camp, quoi. Et en fait, j'en ai déduit que Arnal étant un homme modeste, et lui qui ne se présentait jamais comme un artiste, mais comme un dessinateur, faisait la part des choses et laissait à qui il estimait plus efficace de raconter et d'écrire, c'est-à-dire à son ami Amat Piniella, son frère de sang, puisqu'il appelait aussi son frère de sang, et que lui avait décidé de se mettre en retrait et de faire si peu référence à cette période-là, et d'être connu en France et ailleurs aussi, puisqu'il a eu une carrière internationale, notamment dans les pays de l'Est, avait si peu travaillé la question. Je n'ai rien retrouvé dans l'œuvre d'Arnal évoquant ceci. Mais parallèlement, donc, dans Kyle Reich, on retrouve des passages concernant le travail d'Arnal à la baraque des effets, et qui était un travail de caricaturiste et de commande, sous la commande expresse d'un capot de pornographe, quoi. D'un officier SS. D'un capot, oui, un officier SS. Alors ça occulte une grande part du travail d'Arnal, puisque Arnal est un dessinateur, je ne cesse de le dire, et il a travaillé à dignifier les autres de ses camarades, à rendre humains ses camarades. Alors voilà, je tenais à le dire parce qu'on l'omet, et La Vanguardia, je n'ai pas cessé de leur écrire, mais ce côté-là. Je vais parler de deux déportés, la femme de Bailín, Joseph Bailín, Pilar, qui m'a dit « Arnal, c'était el regalo à Mauthausen ». Et elle est décédée avant que je n'ai eu plus d'informations. Un autre grand déporté, et qui a été à la présidence de la Fédération nationale des déportés et des internés, je parle de Ramiro Santisteban, me disait aussi, avant qu'il ne décède, et ça c'est beaucoup plus récemment, que tous à Mauthausen se rappellent d'avoir reçu pour leur 19e ou leur 20e anniversaire un dessin, une caricature d'eux-mêmes, dont justement Ramiro Santisteban, son frère Manuel, et avec en allemand, alors que ces déportés étaient considérés comme des stucks, des morceaux de chair, des morceaux par les nazis, recevait d'Arnal, qui avait volé grâce à son travail pour les nazis à l'intérieur, avait volé du papier et des encres de couleur, et il faisait
à tous les anniversaires, mais tous, hein, El Regalo, c'était ça, un petit dessin d'anniversaire de ses camarades qui étaient notamment dans le Commando Pocafia, hein, les jeunes. Ils recevaient, alors qu'ils risquaient très gros, hein, ce petit dessin pour leur rappeler que contrairement à ce que les nazis en avaient fait, ben, c'était des êtres humains et qui méritaient d'être donc fêtés avec un anniversaire. Voilà. Mais c'est tout ce que j'ai retrouvé. Oui. Voilà. Merci. Oui. Bon, j'ai lu votre livre et je le recommande. D'ailleurs, Ombre Blanche en a encore un petit stock. Je vous recommande et je le dis sérieusement, hein, parce que là, vous avez fait un gros travail. Vous aviez fait un article ou deux, mais là, vous avez fait un gros travail à la fois sur les archives, sur le parcours de Cabrera Arnal. Alors, il est vrai que si on s'en tient... Alors, là, c'est nous disons que c'est en partie Arnal, mais comme Amat Piniel ne dit jamais, il dit le dessinateur, et justement c'est lui. Alors évidemment, ce qui est, ce qui interroge, c'est que ce qui le met en avant, c'est qu'il dessine de la pornographie pour un officier SS. C'est comme ça qu'il s'est sauvé, et c'est comme ça qu'il a sauvé son camarade, parce que vous disiez, il était dans le commando des vêtements. Il faut savoir que quand les gens arrivaient à Mauthausen, on leur prenait tous leurs vêtements, on les rentrait, mettait en fiche, etc., pour éventuellement s'en servir après. Et donc, aussi bien Arnal qu'Amat Piniel devaient assister à l'arrivée. Et là, il y a des scènes terribles, à l'arrivée des Juifs, par exemple, que l'on fait déshabiller, et qui en même temps, on massacre sur place, quoi. Et évidemment, si l'image d'Arnal, on garde l'idée de quelqu'un qui fait des dessins pornographiques, c'est pas lui rendre justice. Mais là, le texte n'est pas fait pour lui rendre justice. Et comment dire, et en même temps, Amat présente Émile comme s'interrogeant en permanence là-dessus. Par exemple, à un moment, Émile se dit, mais non, c'est dégueulasse ce que je fais, je ne devrais plus faire ça, etc. Mais il se dit, mais si je ne l'avais pas fait, on serait tous ceux qui ont été sauvés grâce à ça, et moi-même, on serait tous morts. C'est ça le tragique des privilégiés, entre guillemets. C'est-à-dire, on lui foutait la paix parce qu'il dessinait, il faisait des dessins de cul, on va dire les choses. Hein. Mais sans ça, tout un réseau de gens qui pouvaient manger à peu près à leur faim, dormir dans un lit, était foutu. Et c'était le cas vous parliez de Bailin, Clement, de Diego, tous ces gens qui ont eu un rôle très important et qui en même temps étaient dans une situation où voilà, ils participaient au fonctionnement du camp comme le souhaitait le commandement. Donc c'est terrible ça, c'est terrible. Et moi je trouve qu'un des intérêts de ce texte, c'est qu'il est très malheureux. Il ne cesse... Amat, enfin l'Émile ou Amat, il ne cesse de s'interroger là-dessus. Et quand il revient du commando, par exemple, de César, et qu'il voit ses camarades espagnols mieux nourris, pas en pleine forme, mais ça n'existe pas, mais beaucoup mieux traités, et il voit autour des squelettes partout, des soldats russes. Il faut dire que les soldats soviétiques ont été après les Juifs les plus maltraités. C'est-à-dire, on les exterminait dans le camp de Mauthausen. L'idée, c'était que les soldats soviétiques devaient être exterminés. Et des groupes entiers de soldats soviétiques ont été exterminés dans le camp. Et donc, ils voyaient tous ces gens maigres. Ensuite, les Juifs qui ont été rapatriés, très maigres, sur le point de mourir, etc. Et puis, ils voyaient ces camarades espagnols qui n'ont pas se porté bien, mais qui avaient... Et là, il y a une discussion. Voilà, qu'est-ce que... Et en même temps, il dit, ça j'en parle un peu dans la postface, hein, il dit, oui, je leur fais la morale, mais d'une part, ça ne sert à rien, et puis, qui suis-je pour faire la morale à ces gens-là? Et Primo Levi, il n'a cessé, Primo Levi, de revenir sur son expérience, jusqu'au jour où il a dit, bon, j'arrête, parce que voilà, c'est pas moi, ça, hein, de passer mon temps à ressasser, surtout que les gens ne comprennent plus. On est beaucoup trop loin, si je répète sans arrêt, les gens ne comprennent plus. Mais, je ne sais pas pourquoi je disais ça. Oui. Le sens général. Oui. Non, c'était sur le... ah oui,
le condamné. Lévy dit, il a parlé de zone grise, et où les gens, d'un côté, aident les copains, de l'autre côté, collaborent avec l'administration du camp, parce que c'est leur situation. L'un ne marche pas sans l'autre. Et il dit au début, je parlais de zone grise, mais j'étais très violent avec les gens qui se compromettaient de la moindre des manières avec la direction du camp. Mais en prenant du recul, qui suis-je pour les condamner? Moi qui ai vécu ça, qui suis-je? Et alors vous qui lisez dans votre fauteuil, là, qui êtes-vous pour penser qu'un tel qui fait ceci ou cela, qui dessine des dessins pornographiques pour un SS, qui êtes-vous pour dire qu'il ne fallait pas le faire, que c'est scandaleux, etc. Et ça a été, bon, pour lui, ça l'a, comment dire, tout ça, ça l'a rongé. Primo Levi, il faut savoir, un jour, il est sorti de chez lui, il s'est jeté dans la cage d'escalier. Il ne supportait plus ça, il ne supportait plus de rabâcher ses souvenirs du camp de concentration, il ne supportait plus cette culpabilité de n'avoir... Et la culpabilité d'Amat, alors c'est assez... Dans sa correspondance avec Montserrat Oroch, par exemple, il dit toujours qu'il est coupable. Mais coupable de quoi? On est coupable de ne pas avoir su. Il ne dit pas coupable... Il dit de pas... On était une génération qui avait de grandes idées de révolte, de progrès, etc. On a été incapable de le faire. Regardez où on en est. De l'extrême droite partout, on pourrait en parler pour aujourd'hui, l'extrême droite partout, des dizaines de millions de morts dans les camps, etc. Et là, Montserrat Oroch lui dit non, vous êtes coupable de rien. Mais non, et ça n'est jamais sorti de ça. Et elle disait, c'est une génération romantique qui a été fauchée comme les blés. Merci d'avoir été là et merci à Dominique Blanc de nous avoir présenté ce livre absolument remarquable. Le livre K. El Reich de Joachim Amat Piniella est publié aux éditions Verdier. Vous venez d'écouter une rencontre avec son traducteur Dominique Blanc lors d'une rencontre enregistrée mardi 29 avril 2025 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, réalisée et mise en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.